Le vent d'octobre soufflait à travers les fourrures douglas derrière la maison de Harry Lockhart à Willow Glen, dans l'Oregon, emportant l'odeur des feuilles pourries et de la pluie qui s'annonçait. Debout à la fenêtre de sa cuisine, son café refroidissant dans les mains, il regardait les dernières lueurs du jour s'éteindre. Le jardin s'étendait dans l'obscurité, envahi par la végétation et sauvage depuis que Jessica avait cessé de s'en soucier 5 ans auparavant. Le reflet de Harry le fixait depuis la vitre de ses 46 ans, les tempes grisonnantes, des rides autour des yeux témoignant de nuits blanches et de questions sans réponse. Le même visage qu'il avait regardé le lendemain de la disparition d'Avery, quand le monde avait encore un sens et qu'il croyait les larmes de sa femme sincère. Quelque chose bougea près du vieux pommier. Harry posa sa tasse et s'approcha de la vitre. Une forme se blottit sous les branches, petite et tremblante. Son entraînement militaire le stimulait, évaluer, identifier, réagir. 20 ans dans les services de renseignement militaire lui avaient appris à se fier à son instinct, à anticiper les menaces avant qu'elles ne se matérialisent. Mais ce n'était pas une menace. C'était quelque chose de brisé. La forme était humaine, féminine. Le jeune déattrapa sa veste au crochet près de la porte et sortit. La lumière du détecteur de mouvement s'alluma, baignant la cour d'un blanc intense qui rendait les ombres plus profondes et menaçantes. La silhouette ne courait pas, ne bougeait pas, et, appela Harry d'une voix douce mais ferme, le ton qu'il avait employé avec les civils effrayés en Afghanistan. Des gens qui en avaient trop vu et trop peu cru. « Ça va, dehors ?» La forme se tourna vers lui. Une jeune fille d'une vingtaine d'années, aux cheveux bruns emmêlés qui lui tombaient sur les épaules comme un rideau. Ses vêtements étaient un jean déchiré et sale, autrefois bleu, et un pull qui aurait pu être blanc. Des pieds nus couverts de boue. Des larmes zébraient son visage, laissant des lignes nettes dans la poussière. La lumière du détecteur de mouvement vacilla, projetant des ombres mouvantes sur ses traits. Harry fit un pas en avant et son cœur s'arrêta. La forme de son nez, la ligne de sa mâchoire, la façon dont elle tenait son épaule gauche légèrement plus haute que la droite, une habitude qu'elle avait depuis l'enfance. « Papa », le mot le frappa comme un coup de fusil. Ses jambes s'affaiblirent. La voix, plus âgée maintenant, plus rauque, chargée d'une douleur qu'il ne pouvait imaginer, mais indéniable. Avery, elle se tenait sur des jambes instables, oscillant dans la lumière. 5 ans de plus que l'adolescente de 15 ans qui avait disparu sans laisser de traces de sa chambre une nuit d'octobre. 5 ans d'enfer inscrits au creux de ses joues et sa façon de se tenir comme si elle s'attendait à être blessée. « Je suis rentrée », murmura-t-elle avant de s'effondrer. Harry la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol. Elle ne pesait rien. Os, peau et peur enveloppées dans des chiffons qui sentaient le désespoir et trop de nuits passées à dormir dehors. Il la porta à l'intérieur, son esprit explorant les possibilités, les explications, toutes les raisons rationnelles pour lesquelles sa fille morte respirait dans ses bras. La maison semblait différente avec elle, plus chaude, en quelque sorte, malgré le froid d'octobre qui s'infiltrait par les fenêtres. Il n'avait pas réalisé à quel point il était devenu vide jusqu'à ce qu'elle en remplisse à nouveau une partie. Harry installa Avery sur le canapé du salon et l'enveloppa dans la vieille couette que sa mère avait confectionnée à carreaux bleus et blancs, qu'il avait recouvert enfant et qui avait recouvert Avery durant ses premières années. Elle la serra contre sa poitrine comme une armure, ses doigts retrouvant le motif familier des points de suture. Il s'agenouillait à côté d'elle, craignant que parler trop fort ne la fasse disparaître à nouveau. Elle était solide, elle respirait vraiment. Mais 5 ans lui avaient appris à ne pas se fier à l'espoir. Où étais-tu passé ? La question jaillit si fort que le regard d'Avery se porta vers l'escalier où la voix de Jessica descendit. Elle était au téléphone, sans doute avec ses amis du club de lecture, à bavarder sur les voisins et à organiser des événements caritatifs qui la faisaient se sentir importante et vertueuse. « Elle ne peut pas savoir que je suis là, » dit Avery. « Pas encore. »« Qui ne peut pas savoir, Jessica ?» Avery hocha la tête, de nouvelles larmes coulant sur la couette, assombrissant les carrés bleus. « Papa, il faut que je te dise quelque chose. »« Ce qui m'est arrivé ? Pourquoi j'ai disparu ?» Harry sentit sa poitrine se serrer. Il avait cru sa fille morte pendant 5 ans. La police avait abandonné au bout de 6 mois. Pas de corps, pas de piste, pas de traces. Jessica avait fait son deuil à sa manière théâtrale. Beaucoup de larmes en public. Beaucoup de sympathie de la part d'amis qui lui apportaient des coquetiers, des fleurs et des paroles creuses sur le plan de Dieu. Mais elle était passée à autre chose très vite. Trop vite. « Dis-moi, » dit-il. Avery prit une inspiration tremblante, les mains crispées sur la couverture, et Harry vit des cicatrices sur son poignet,
de fines lignes blanches qui évoquaient des contraintes, des difficultés, des choses qu'aucun parent ne devrait avoir à imaginer. Ce n'était pas un accident. On ne m'a pas enlevé. Je n'ai pas été kidnappé par un inconnu. Et après? Maman m'a vendu. Les mots flottèrent dans l'air comme du poison. Harry sentit une sensation de froid s'installer dans son estomac, se propager jusqu'à ce que tout son corps s'engourdisse. Le salon, son sanctuaire pendant 5 ans. L'endroit où il avait pleuré, ragé et lentement appris à vivre avec la perte, lui parut soudain étranger. C'est impossible. Je l'avais entendu au téléphone la nuit précédant l'incident. Elle parlait à quelqu'un pour résoudre ce problème. Elle dit, je devenais trop difficile, je posais trop de questions sur les raisons pour lesquelles elle n'était jamais à la maison, sur les raisons pour lesquelles elle avait autant d'argent. Soudain, la voix d'Aver s'amplifia à mesure qu'elle parlait, comme si elle avait répété ce moment 1000 fois. Des endroits plus sombres que ce chaleureux salon. Elle disait avoir trouvé une solution. L'esprit d'Harry la rejetait. Jessica était égoïste, distante, froide. Mais ça, c'était tout autre chose. C'était le mal enveloppé dans un pyjama de soie et un maquillage parfait. Le lendemain matin, elle me prépara le petit déjeuner. Des crêpes au sirop, comme celles que j'aimais quand j'étais petite. Je pensais qu'elle essayait d'être gentille, de se rapprocher de moi. Avery rit. Un rire amer qui appartenait à quelqu'un de bien plus âgé. J'aurais dû m'en douter. Elle ne m'avait pas préparé de petit déjeuner depuis 3 ans. Que s'est-il passé? Ensuite? Je me suis réveillé dans une voiture, drogué. Un homme conduisait, quelqu'un que je n'avais jamais vu. Il tenait ma valise comme si elle l'avait faite pour moi. Il disait que j'allais vivre dans un nouvel endroit, un endroit où je serais utile. Les poings d'Harry se serrèrent. 20 ans d'entraînement militaire lui avaient appris à contrôler la violence, à la canaliser vers des fins productives. Mais assis là, à écouter sa fille raconter qu'elle avait été vendue comme du bétail, cet entraînement semblait aussi mince qu'une feuille de papier. Où t'a-t-il emmené? À Seattle d'abord, puis d'autres endroits. J'ai été vendu à différentes personnes, déplacées. Ils appelaient ça de la logistique, comme si j'étais une cargaison. Elle a resserré la couverture. Je me suis échappé il y a 6 mois. Une femme nommée Lorna m'a aidé. Elle tenait un refuge pour filles comme moi. Il m'a fallu tout ce temps pour trouver le courage de rentrer à la maison. Des filles comme vous. Des filles victimes de la traite. Vendues par des gens en qui elles avaient confiance. Harry fixait sa fille. Cette étrangère qui portait le visage d'Avery mais portait en elle des années de souffrance qu'il ne pouvait imaginer. Son instinct lui disait de rejeter ce qu'elle disait. Mais son entraînement, son expérience à décrypter les gens dans des situations de stress intense lui disait qu'elle disait la vérité. Sa façon de se tenir, la façon dont elle choisissait ses mots, les cicatrices sur ses poignets et celles qu'il ne pouvait voir mais qu'il savait être là. Ce n'était pas une fugueuse qui inventait des histoires. C'était une survivante. Elle t'a vendu, répéta-t-il, testant ses mots. Pour de l'argent. Beaucoup d'argent. Je l'ai entendu en parler plus tard lors d'appels, alors qu'elle me croyait inconsciente. Elle était heureuse, papa. Enthousiaste à l'idée de ce qu'elle pourrait faire avec tout cet argent, elle parla de voyage, de l'appartement qu'elle voulait acheter à Portland. Des pas dans l'escalier. La voix de Jessica s'éleva à mesure qu'elle approchait, continuant à s'adresser à celui qui avait le malheur d'être à l'autre bout du fil de son monologue sur les cours de yoga et les dégustations de vin. Cache-toi, dit Harry. Au sous-sol. Avery s'éclipsa comme un fantôme, emportant la couette avec elle. Harry attrapa ses chaussures boueuses à côté du canapé et les fourra dans le placard au moment où Jessica entrait dans le salon. « À qui parles-tu » demanda-t-elle. Elle portait le pyjama en soie qu'il lui avait offert pour leur anniversaire 3 ans plus tôt. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés, même à 21h. Tout en elle était impeccable, maîtrisé, cher. « Moi » dit Harry en réfléchissant à voix haute. Jessica l'observa avec ses yeux bleus calculateurs qui lui avaient autrefois donné l'impression d'être l'homme le plus chanceux du monde. Maintenant, ils étaient comme de l'eau glacée. Elle avait toujours été belle, mais il y avait quelque chose sous cette beauté qui lui avait manqué trop longtemps. Quelque chose de prédateur. « Tu es pâle. Tout va bien ?»« Bien, dit-il. Juste fatigué. » Elle se rapprocha et il sentit son parfum, le même parfum coûteux qu'elle portait depuis la fac. À l'époque où il trouvait sa sophistication plus attirante qu'artificielle.
Tu as trop travaillé. Ces commandes de meubles ne vont pas disparaître. Je sais. Elle sourit. Cette expression a pris ce qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose ou cachait quelque chose. Le même sourire qu'elle lui avait adressé le lendemain matin de la disparition d'Avri. Quand elle était restée dans la cuisine à préparer du café et à parler d'appeler la police. Je vais me coucher. Ne veille pas trop tard avec tes travaux de menuiserie. Elle l'embrassa sur la joue. Le même geste machinal qu'elle lui adressait depuis des années. Ses lèvres étaient froides. Puis elle disparut. De retour à l'étage, dans sa chambre séparée, sa vie à part qu'il n'avait jamais suffisamment remise en question. Harry attendit d'entendre sa porte se fermer. Puis il descendit au sous-sol. Avery était assis dans un coin, près de son établi, entouré des outils et des projets qui avaient fait jaser Harry ces 5 dernières années. Des chaises à moitié finies bordaient les murs, tels des témoins silencieux. Une table à manger qu'il avait fabriquée pour personne en particulier dominait le centre de l'espace. Des étagères qui ne contiendraient jamais rien d'important prenaient la poussière dans les coins. C'était là qu'il venait réfléchir, planifier, faire son deuil sans que Jessica le regarde de ce regard froid qui ne semblait jamais percevoir sa douleur. « Il faut être intelligent, dit-il. Si ce que tu me dis est vrai, tu ne me crois pas ?» Harry s'agenouilla devant elle. De près, il pouvait voir d'autres preuves de ce qu'elle avait enduré. Une petite cicatrice au sourcil gauche, une légère bosse sur son nez qui suggérait qu'il était cassé. Des détails qui dessinaient un tableau qu'il ne voulait pas voir, mais qu'il ne pouvait ignorer. « Je te crois. » Mais croire et prouver sont deux choses différentes. Si nous voulons la faire tomber, nous avons besoin de preuves. Nous avons besoin d'un plan. La faire tomber. Elle a vendu ma fille. Elle a détruit notre famille. Elle m'a menti en face pendant 5 ans, alors que je pleurais un enfant torturé. La voix d'Harry restait posée. Mais quelque chose de sombre se dessinait dans ses yeux. Je ne pardonne pas ce genre de trahison. Et si elle nie ? Et si elle convainc les gens que je mens ? Alors, on s'assure que c'est impossible. Harry se leva et arpenta le petit espace entre son établi et l'escalier. Son esprit travaillait déjà, reprenant les schémas appris dans les services de renseignement militaire. Identifier la cible. Recueillir des informations, planifier l'opération, l'exécuter avec précision. Raconte-moi exactement ce dont tu te souviens de cette nuit-là. Tout. Avery ferma les yeux et Harry la vit se voler ses souvenirs. Je me suis couché vers 22 heures. Elle est entrée pour me souhaiter bonne nuit, ce qui était étrange, car elle ne faisait plus jamais ça. Elle semblait nerveuse, excitée, peut-être. Elle n'arrêtait pas de me demander si j'étais fatigué, si je voulais boire quelque chose. Et ensuite ? Je me suis réveillé malade, étourdi, nauséeux. J'ai essayé de me lever pour aller aux toilettes, mais mes jambes ne fonctionnaient pas bien. C'est là que je l'ai entendue au téléphone en bas. Qu'a-t-elle dit ? Elle parlait à un homme. J'entendais sa voix, mais pas les mots. Elle a dit, le problème est réglé. Et quand est-ce que je reçois le reste de l'argent ? Puis elle a ri. D'un rire horrible et joyeux. Harry sentait les pièces s'assembler comme un fusil qu'on assemble. Que se passe-t-il quand on essaie de descendre ? Je n'y arrive pas. Les drogues étaient trop fortes. Je me suis évanoui dans l'escalier. Quand je me suis réveillé, j'étais dans la voiture. Tu as reconnu l'homme ? Non. Il était plus âgé, peut-être la cinquantaine, bien habillé. Il avait cette façon froide de parler, comme si je n'étais pas vraiment une personne. Avery a ouvert les yeux et a regardé son père droit dans les yeux. Il m'a traité de marchandise. Ce mot a frappé Harry comme un coup de poing. Il avait interrogé des terroristes, des criminels de guerre, des hommes qui avaient commis des actes innommables, mais aucun d'eux ne lui avait jamais fait ressentir la rage qui montait en lui. De quoi d'autre te souviens-tu ? Le trajet en voiture a duré des heures. Nous nous sommes arrêtés devant une maison à Seattle et il m'a confié à d'autres personnes. Ils avaient des papiers, des documents. Tout était organisé, professionnel. Combien de personnes étaient impliquées ? Je ne sais pas. J'ai vu peut-être 6 ou 7 visages différents les premiers jours. Ils m'ont transféré 3 fois la première semaine. Harry traitait ces informations comme des données de renseignement. Plusieurs agents suggéraient une opération d'envergure. Documentation professionnelle signifiait argent, organisation, relations. Ce n'était pas un crime fortuit.
C'était du business. Je dois monter, dit-il. Par lui. Voyez comment elle réagit. Sois prudent. Ce n'est pas la femme que tu as épousée. Je ne pense pas qu'elle l'ait jamais été. Harry monta et trouva Jessica dans la cuisine en train de préparer son thé du soir. Elle fredonnait en travaillant, satisfaite de son petit monde parfait bâti sur le mensonge et le prix du sang. Le bruit lui donna la chair de poule. « Il faut qu'on parle, dit-il. » Elle se retourna, un sourcil levé. Dans la lumière du plafond, son maquillage paraissait artificiel, comme peint. Il se demanda comment il avait pu ne pas le remarquer auparavant. « À propos de quoi, Avery ?» Jessica se figea. Le bourdonnement cessa. La bouilloire siffla sur le feu, mais elle ne fit pas un geste pour l'éteindre. L'espace d'un instant, son masque glissa, et Harry vit autre chose sous la peur. Un calcul. Puis l'inquiétude de sa femme reprit son expression. « Harry, chéri, on en a déjà parlé. Tu ne peux pas continuer à ressasser ce qui s'est passé. Ça fait 5 ans. » La conseillère en deuil dit, elle est vivante. La main de Jessica se crispa sur son mug. Ses jointures blanchirent. Quoi? J'ai dit qu'elle est vivante. Notre fille est vivante. C'est impossible. Tu le sais? La police l'a dit. La police a dit beaucoup de choses, mais ils n'ont jamais trouvé de corps. Ils n'ont jamais trouvé de preuve de sa mort. Jessica reposa son mug, les mains légèrement tremblantes. Harry catalogua chaque micro-expression, chaque signe. C'est ainsi qu'il avait décrypté les combattants ennemis. Les insurgés tentant de dissimuler des informations cruciales. Harry, tu me fais peur. Il s'est passé quelque chose? Quelqu'un t'a contacté? Son inquiétude semblait sincère. Sa voix exprimait juste ce qu'il fallait d'inquiétude, de confusion et d'espoir. Si Harry ne la connaissait pas mieux, il la prenait pour une mère désespérée d'avoir des nouvelles de son enfant disparu. Mais il ne faisait pas mieux. Il avait été entraîné à repérer les menteurs, à déchiffrer les micro-expressions et le langage corporel. Jessica était performante et elle excellait. « Quelqu'un m'a contacté, dit-il. Quelqu'un qui sait ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. De quoi parles-tu? À toi de me le dire. » Ils se fixèrent du regard par-dessus l'îlot central de la cuisine. La bouilloire continuait de siffler, emplissant le silence de sa demande stridente d'attention. Les yeux de Jessica scrutèrent son visage, essayant de comprendre ce qu'il savait, ce qu'il devinait. « Je ne sais pas ce que tu veux que je dise, dit-elle. Enfin. Je veux que tu me dises où elle est. Je ne sais pas où elle est. » Les mots sont sortis trop vite, trop brusquement. « Harry, tu agis comme un fou. Notre fille a été enlevée. Un malade l'a kidnappée et nous n'avons jamais su qui. Ça nous a détruits. Ça a détruit notre mariage. Et maintenant, tu es là à m'accuser de quoi exactement? Dis-moi de quoi je t'accuse. » Jessica redressa les épaules et Harry vit le changement s'opérer. L'épouse inquiète disparut. Quelque chose de plus froid prit sa place. Quelque chose qui se cachait derrière un pyjama en soie et des œuvres caritatives depuis des années. « Je pense que tu as besoin d'aide, dit-elle. D'une aide professionnelle. Cette obsession n'est pas saine. Est-ce ta réponse? Ma réponse est que j'aimais notre fille et qu'elle me manque tous les jours, et je ne te laisserai pas me transformer en monstre, parce que tu ne peux pas accepter que des choses terribles arrivent parfois à des gens bien. » Elle mentait. Harry le voyait à sa façon de se tenir. À la façon dont sa voix s'amplifiait au lieu de se briser sous l'émotion. Une vraie mère parlant de son enfant disparu sangloterait. Jessica avait l'air de faire un discours au Rotary Club. « Tu sais ce que j'en pense? » Jessica continua, « Je crois que tu es en train de faire une sorte de dépression nerveuse. Je pense que le stress d'enseigner à ces enfants au lycée, de gérer leurs problèmes toute la journée, te rend paranoïaque. » D'accord, dit-il. D'accord, je te crois. Le soulagement traversa son visage l'espace d'une seconde, mais Harry le comprit. Tant mieux, car cette conspiration pensait, « Bonne nuit, Jessica. » Harry s'éloigna, la laissant dans la cuisine, ses mots soigneusement préparés suspendus dans l'air et la bouilloire qui réclamait toujours son attention. Il apprit ce qu'il avait besoin de savoir. Elle n'avait pas peur qu'Avery soit retrouvée. Elle avait peur d'être attrapée. Harry conduisit toute la nuit vers Portland, les mains fermement sur le volant malgré la tempête qui montait dans sa poitrine.
Avery dormait sur le siège passager, emmitouflé dans une couette, lui faisant confiance pour la protéger. Il ne la laisserait plus tomber. L'autoroute s'étendait déserte devant eux, éclairée seulement par quelques relais routiers ou restaurants ouverts toute la nuit. Harry avait emprunté cette route des centaines de fois au fil des ans. Mais ce soir-là, c'était différent. Ce soir-là, il ramenait sa fille de l'enfer et le paysage ressemblait à un champ de bataille. Zach Morrow vivait dans un garage aménagé derrière une petite maison du sud-est de Portland. Le quartier était industriel, plein de garages et d'entrepôts qui semblaient abandonnés, mais il ne l'était probablement pas. Harry se gara dans l'allée et frappa à une porte métallique marquée d'une inscription peinte à la main. ZS Auto sur rendez-vous uniquement. La porte s'ouvrit sur un homme compact aux doigts tachés de graisse et aux yeux bruns intelligents. Zach Morrow avait été spécialiste en technologie de surveillance poilue en Afghanistan. Le type qui pouvait tout câbler, pister n'importe qui, trouver des schémas et des données qui semblaient chaotiques aux yeux de tous. Il sauverait la vie d'Harry au moins 3 fois sans jamais rien demander en retour. Eh bien, je serai damné, dit Zach. Harry Lockhart, tu pensais être mort. Pas encore. Entre. Amène ton ami. L'atelier de Zach était à la fois un atelier de réparation automobile, un laboratoire d'électronique, et un centre de commandement pour des opérations qui n'étaient probablement pas tout à fait légales. Les écrans d'ordinateur affichaient des lignes de code, des images de caméras de sécurité et des cartes satellites. Des outils couvraient chaque surface, des clés à molette à côté de circuits imprimés, des pièces de moteur à côté d'équipements de surveillance. L'odeur d'huile moteur se mêlait à celle des composants électroniques et du café fort. Voici Avery, dit Harry. Ma fille. L'expression de Zach changea en observant la jeune fille. J'étais là quand Harry a reçu l'appel concernant sa disparition. Je l'avais vue s'effondrer en temps réel. Celle qui avait disparu. Celle qui avait été vendue. Âme. Zach le prononça comme s'il goûtait le mot, en testait le poids. Par qui? Sa mère. Ma femme. Zach tira 2 chaises pliantes d'une pile dans un coin. Le métal était froid, un surplus militaire institutionnel qui avait probablement participé à 3 conflits différents. Assieds-toi, parle, et n'oublie rien. Harry lui raconta tout, le retour d'Avery, son histoire, la réaction de Jessica. Zach écouta sans l'interrompre, son visage s'assombrissant à mesure que les détails s'accumulaient. Quand Harry eut terminé, Zach resta silencieux un long moment, fixant une série d'écrans qui affichaient les schémas de circulation à travers la ville. « Tu la crois ?» demanda finalement Zach. « Je lis les gens depuis 20 ans. Elle dit la vérité, et tu veux le prouver. Je veux détruire ceux qui lui ont fait ça. » Zach hocha lentement la tête. « De quoi as-tu besoin? Des relevés financiers, des téléphones verrouillés, une trace numérique d'il y a 5 ans. Quelqu'un a payé Jessica et elle a payé quelqu'un d'autre. L'argent laisse des traces. C'est illégal. Je sais. Ça pourrait nous faire arrêter tous les deux. Je sais. Ça pourrait nous faire tuer si on fouille dans les affaires des mauvaises personnes. Je sais. Zach regarda Avery, assise en silence, observant leur conversation. Elle n'avait pas parlé depuis leur arrivée, mais son regard scrutait chaque détail de l'atelier, cataloguant les sorties, les armes et les menaces potentielles. 5 ans d'enfer lui avaient appris à évaluer chaque situation pour détecter le danger. Que veux-tu, gamin? Justice ou vengeance? Les deux, dit-elle sans hésitation. Zach sourit pour la première fois depuis leur arrivée. C'était le sourire d'un prédateur, l'expression qu'il avait arborée lorsqu'il traquait les insurgés dans les montagnes d'Afghanistan. Je l'aime bien. Bon, Harry, tu veux aller à la guerre? Allons-y. Le bureau du docteur Evoli Lawrence se trouvait au 3e étage d'une maison victorienne reconvertie dans le centre-ville de Willow Glen. Harry avait trouvé son nom dans l'annuaire téléphonique, dans le cadre d'une thérapie de traumatologie, et avait pris rendez-vous sous un faux nom. Il ne pouvait pas risquer que Jessica soit au courant. Pas alors qu'ils étaient encore en train de monter leur dossier. Le bâtiment était vieux mais bien entretenu, avec du parquet qui craquait sous leurs pieds et des fenêtres donnant sur la place de la ville. On s'y sentait en sécurité, solide, comme le genre d'endroit où la vérité pouvait être dite sans crainte. Un médecin. Lauren était plus jeune que Harry ne l'imaginait, peut-être 38 ans, avec des cheveux roux courts et des yeux verts féroces qui ne laissaient rien passer. Elle portait un jean et un cardigan au lieu d'un tailleur. Et son bureau ressemblait plus à un salon qu'à une salle de réunion.
Un établissement médical. Des livres s'alignaient sur le mur, des manuels de psychologie mêlés à de la fiction, des livres d'art disséminés parmi des revues universitaires. « Dites-moi pourquoi vous êtes ici » dit-elle après que Harry et Avery se furent installés sur le canapé. Avery regarda son père. Harry hocha la tête. « J'ai été vendu, dit Avery. Par ma mère il y a 5 ans. » Le docteur Lorraine ne broncha pas, ne posa aucune question, ne demanda aucune preuve. Elle écouta simplement Avery raconter son histoire, cette fois avec plus de détails. Les hommes qu'il avait achetés et vendus, les lieux où elle avait été détenue, les choses qu'elle avait endurées et qui donneraient des cauchemars à d'autres pendant des années. Harry observa le visage du médecin tandis qu'Avery parlait. Le docteur Lorraine prenait des notes sur un bloc-notes, son stylo parcourant rapidement la page, mais son expression ne quittait jamais la compassion professionnelle. Elle avait déjà entendu des histoires comme celle-ci. « Comment avez-vous pu vous échapper » demanda le docteur Lorraine. Une femme nommée Laura Kipp. Elle tenait un refuge à Sacramento. Elle aidait des filles comme moi, des filles comme vous, des filles victimes de la traite, vendues par des gens en qui ils avaient confiance. Le docteur Lorraine prit d'autres notes. Quand Avery eut fini de parler, le médecin posa son stylo et la regarda droit dans les yeux. « Je vous crois, dit-elle. Tout ce que vous décrivez suit des schémas que j'ai observés chez d'autres victimes de la traite. Votre façon de vous tenir, votre façon de raconter votre histoire, les détails dont vous vous souvenez et ceux dont vous ne vous souvenez pas. Tout est cohérent. » Le soulagement se lisait sur le visage d'Avery. Les gens penseront que je mens. Certains le penseront, mais pas tout le monde, et pas un jury. Si nous présentons votre cas correctement, Harry se pencha en avant. Vous pensez que nous devrions aller voir la police ? Le docteur Lorraine secoua la tête. Pas encore. La police locale a raté cette affaire il y a 5 ans. Soit ils sont incompétents, soit quelqu'un a été payé pour fermer les yeux. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas votre meilleure option. Alors, à quoi servent la pression publique, l'attention des médias, pour rendre cette histoire si importante, si visible que les autorités n'ont d'autre choix que d'agir ? Le docteur Lorraine se tourna vers Avery. Êtes-vous assez forte pour cela ? Pour raconter votre histoire publiquement si cela la conduit en prison ? Oui. Ce ne sera pas facile. On vous questionnera, on contestera votre histoire, on essaiera de vous démolir. Votre mère niera tout. Elle essaiera de vous faire passer pour instable, peu fiable. Laissez-la essayer. Dit Avery au médecin. Lorraine sourit. Bien. Alors, détruisons-la. Elle sortit un dossier et en étala le contenu sur la table basse. Des coupures de journaux, des impressions de sites web, des photos de jeunes femmes au regard hanté et au sourire courageux. C'est mon autre travail. Le docteur Laurence dit, j'aide-les survivantes de la traite à raconter leur histoire. J'ai appris que le silence protège les prédateurs. La publicité les détruit. Harry étudia les documents. Des histoires de filles vendues par leurs parents, leurs petits amis, des personnes en qui elles avaient confiance. Toutes s'étaient défendues. Tout avait gagné. Que voulez-vous de nous ? Demanda-t-il. Du temps, de la confiance et une volonté de se battre si nécessaire. Le docteur Lorraine rassembla les papiers. Votre femme ne se laissera pas faire. Elle aura des avocats, de l'argent, des relations. Mais elle a commis une erreur cruciale. Qu'est-ce que c'est ? Elle a laissé sa fille en vie. Zeka a appelé à 6 heures du matin, 3 jours après qu'Harry lui ait confié Avery pour commencer l'enquête numérique. Harry a répondu à la première sonnerie, instantanément réveillé. L'entraînement militaire ne vous a jamais laissé la capacité de passer du sommeil à la pleine vigilance en quelques secondes. Tu dois voir ça, a dit Zek. Harry a conduit jusqu'à Portland à travers le brouillard matinal qui planait sur le fleuve Columbia comme la fumée d'une bataille sans fin. Il a trouvé Zek devant son ordinateur, entouré de tasses à café vides et de documents imprimés couverts de chiffres qui racontaient des histoires qu'aucun relevé bancaire ne devrait jamais raconter. Je suis remonté 5 ans en arrière, a dit Zek sans lever les yeux de ses écrans. Il a vérifié toutes les transactions financières effectuées par Jessica au cours des 6 mois qui ont suivi la disparition d'Avery. Il a trouvé quelque chose d'intéressant. Il a affiché un relevé bancaire sur son écran principal. L'écran affichait un relevé bancaire Chase avec plusieurs entrées surlignées. 15 octobre 2019, une semaine après la disparition d'Avery. Virement bancaire du compte personnel de Jessica vers une société appelée Pandine Import LLC.
Montant, 150 000 $. Harry fixait les chiffres. 6 chiffres. Plus d'argent que Jessica n'en avait jamais eu de sa vie. Où avait-elle trouvé une telle somme? C'est ça qui est beau. Elle ne l'avait pas. Le virement a d'abord été refusé, faute de fonds suffisants. Puis, 3 jours plus tard, elle a effectué le même virement avec succès. Quelqu'un avait déposé exactement 150 000 $ sur son compte. Quelqu'un l'a payé, puis elle a payé quelqu'un d'autre. Ça s'améliore. J'ai retrouvé Pain Import. C'est une société écran enregistrée dans le Delaware. Propriétaire et exploitant unique. Zek a cliqué sur un autre écran affichant les documents d'enregistrement de l'entreprise. Julian Rusk. Ce nom ne disait rien à Harry. Qui est-il? Promoteur immobilier. Il possède des propriétés sur toute la côte ouest. Portland, Seattle, San Francisco. Il siège également au conseil d'administration de Pacific Logistics Solutions. Vous n'en avez jamais entendu parler? Vous auriez dû. Ils font l'objet d'une enquête fédérale pour traite d'êtres humains, déplacement de personnes à travers les frontières des États à des fins de travail forcé et d'exploitation sexuelle. Zek a trouvé un article du Seattle Times. Le FBI a perquisitionné 3 de leurs installations l'année dernière et a découvert des preuves d'une opération sophistiquée, des planques, des réseaux de transport et des systèmes financiers conçus pour dissimuler des transactions illégales. Harry sentait les pièces s'assembler comme un fusil qu'on assemble. Chaque composant avait sa place, son but, son rôle dans la machine. Jessica a vendu Avery à Julian Rusk. Il a organisé le trafic via Pacific Logistics. C'est mon interprétation. Mais il nous faut plus que des documents financiers pour le prouver. Que voulez-vous d'autre? Zek se tourna vers lui. Des aveux seraient appréciés. Harry étudia les données financières réparties sur plusieurs écrans. Les chiffres ne mentaient pas. Il racontait des histoires que les gens essayaient de cacher. Révéler des connexions qui étaient censées rester cachées. Combien de temps vous faudrait-il pour cartographier toutes les connexions financières de Rusk? Quelques jours, peut-être une semaine s'il sait cacher les choses. Faites-le. Je veux connaître tous ceux avec qui il a travaillé, tous ceux qu'il a payés, tous ceux qui l'ont payé. Ça fait beaucoup de surveillance illégale. Heureusement que vous êtes doué. Zek sourit. J'aurai besoin d'un café. Beaucoup de café. Tout ce dont vous avez besoin. Harry laissa Zek à son archéologie numérique et retourna à Willow Glen. Il avait d'autres choses à faire. S'il voulait arrêter Jessica et ses complices, il leur fallait plus que des documents financiers. Ils avaient besoin de sa voix, de ses mots, de ses aveux, prononcés de sa propre voix. Le bureau du docteur Evie Lawrence avait été transformé en salle de crise. Des cartes de l'Oregon couvraient un mur, marquées d'épingles rouges indiquant les itinéraires de trafic et les refuges que les forces de l'ordre avaient identifiés au fil des ans. Un autre mur était orné de photos de filles disparues de tout l'État, leurs visages jeunes et pleins d'espoir, leurs histoires se terminant dans l'obscurité. Nous allons rendre Avery célèbre, dit le docteur Lawrence. Mais nous allons le faire avec précaution. Elle tendit un dossier à Harry. À l'intérieur se trouvaient des pages imprimées d'un blog intitulé Stolen Voices. Des histoires écrites par des survivantes de la traite. Toutes anonymes, toutes déchirantes dans leur simplicité. Avery va écrire son histoire, poursuivit le docteur Loren. Pas tout, pas les pires passages, mais suffisamment pour établir sa crédibilité, sa voix. Nous la publierons anonymement dans un premier temps. À quoi bon si personne ne sait qui l'a écrit? Parce qu'une fois que les gens commencent à le partager, une fois que ça attire l'attention, alors nous révélons son identité. Nous montrons qu'il ne s'agit pas d'une tragédie lointaine. C'est arrivé ici, à Willow Glen, à une fille du coin que sa mère a vendue pour de l'argent. Avery était assise à son bureau, écrivant dans un cahier. Son écriture était soignée, contrôlée, rien à voir avec le parchemin brouillon qu'elle avait à l'adolescence. 5 années d'enfer lui avaient appris la précision en tout. Que se passera-t-il quand Jessica le verra? Demanda Harry. Elle n'ira. Le docteur Lawrence a dit qu'elle prétendrait qu'Avery est malade mentalement. Inventer des histoires pour attirer l'attention. C'est bien. Ça nous donne l'occasion de présenter des preuves. Quelles preuves? Le docteur Lawrence sourit comme un général préparant une bataille. Les preuves que vous allez nous apporter. Harry lisait par-dessus l'épaule d'Avery pendant qu'elle écrivait.
J'avais 15 ans quand ma mère m'a préparé le petit déjeuner et m'a dit qu'elle m'aimait pour la dernière fois. Les pancakes contenaient de la drogue. Quand je me suis réveillé, j'étais dans la voiture d'un étranger en direction d'une vie que je ne pouvais pas imaginer. C'est mon histoire. C'est ce qui s'est passé lorsque quelqu'un en qui vous avez confiance décide que vous valez plus en tant que marchandise qu'en tant que fille. J'écris ceci parce que le silence protège les prédateurs. Parce que d'autres filles sont vendues en ce moment, aujourd'hui par des gens qui sont censés les aimer. Parce que la femme qui m'a donné naissance est toujours libre. Faisant toujours semblant d'être victime au lieu du monstre qu'elle est vraiment. Les mots étaient simples, directs, dévastateurs. Pas d'apitoiement sur soi, pas de mélodrame, juste à vrai dire d'une voix qui ne pouvait pas être ignorée. C'est bien, a déclaré Harry. Cela attirera l'attention. Ce n'est pas suffisant, a répondu le docteur Lorraine. Nous avons besoin de plus d'une histoire. Nous avons besoin d'une campagne. Elle a répandu plus de documents sur son bureau, des impressions sur les réseaux sociaux, des articles de presse, des photographies de poursuites réussies dans d'autres cas de trafic. Nous allons construire un mouvement autour de l'histoire d'Avery. D'autres survivants se manifesteront. Les parents commenceront à poser des questions sur leur fille disparue. Les médias enquêteront. Les politiciens exigeront une action. Et Jessica sera piégée au centre d'un ouragan qu'elle ne peut pas contrôler. Chaque mot qu'elle dit sera analysé. Chaque mensonge sera exposé. Au moment où nous avons fini, elle n'aura pas d'autre choix que de confesser ou de faire face à la destruction. Harry regarda sa fille, qui a continué à écrire avec l'intensité de quelqu'un qui avait trouvé son but. Elle est assez forte pour ça. C'est la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée, a déclaré le docteur Lawrence. 5 ans en enfer ne l'ont pas cassé. Quelques avocats et journalistes ne le feront pas non plus. Harry s'est garé en face du studio de yoga de Jessica et a attendu. Elle a assisté à la même classe tous les mardis à 10h. Une partie de sa routine soigneusement structurée qui la faisait se sentir importante et vertueuse. 90 minutes de prétention d'être centrée et paisible, entourée d'autres femmes riches qui pensaient que la pratique spirituelle signifiait acheter des leggings coûteux. Zek avait installé le dispositif d'écoute dans sa voiture alors qu'elle était à l'intérieur d'un petit émetteur caché derrière le tableau de bord. Invisible, mais assez puissant pour ramasser chaque mot prononcé dans un véhicule. Équipement de surveillance de Militara, le genre qui les avait aidés à suivre les insurgés à travers les montagnes de l'Afghanistan que le téléphone d'Harry Bass. Texte de Zek. Appareil actif. Enregistrez tout. Maintenant est venue la partie difficile. Harry a dû faire Jessica panique suffisamment pour appeler ses contacts, mais pas tellement qu'elle soupçonnait la surveillance. C'était un équilibre délicat, comme déclencher une explosion contrôlée. Il a écrit le message sur du papier blanc ordinaire avec une épingle achetée dans une station-service portant des gants pour éviter les empreintes digitales. Jessica, nous savons ce que tu as fait à Avery. Elle se souvient de tout. Vous avez 48 heures à avouer avant d'aller au FBI. Ceci est votre seul avertissement. Il a glissé la note sous son essuie-glace et s'est éloigné, stationnant à 3 pâtés de maison où il pouvait voir sa voiture mais ne pas être vu. Son téléphone a sonné 20 minutes plus tard. Zek, elle a trouvé la note. Zek a dit qu'elle panique. Appelez quelqu'un en ce moment. Pouvez-vous l'entendre? Cristal clair. Enregistrez tout. Elle a juste dit, attendez, écoutez ça. Zek a passé l'appel sur le haut-parleur. La voix de Jessica est venue à travers la panique. Julian, c'est moi. Nous avons un problème. Quelqu'un connaît la fille. La voix d'un homme a répondu calme et froid. Quelle fille? Ne jouez pas stupide. Avery, ma fille. Quelqu'un m'a laissé une note disant qu'elle se souvient de tout. C'est impossible. Vous avez dit qu'elle avait été prise en charge. J'ai dit qu'elle était partie. Je n'ai pas demandé ce que tu as fait avec elle. Je voulais juste qu'elle soit partie et tu l'as fait disparaître. J'ai payé pour ça. Gardez votre voix vers le bas. Ne me dis pas de garder ma voix baissée. Si cela sort, nous sommes tous les deux terminés. J'ai besoin de savoir ce qui lui est arrivé. Elle a été éloignée de l'État. Transfert multiple. Le sentier en papier ne va nulle part. Mais que se passe-t-il si elle s'est échappée? Et si elle est vivante? Silence. Puis la voix de Julian, le froid et le calcul. Si elle était en vie,
Elle se serait manifestée il y a des années. C'est quelqu'un qui pêche, essayant de vous effrayer. Ignorez-le. Facile à dire pour vous. Vous n'êtes pas celui qui a vendu votre propre fille. Tu es venu vers moi parce que tu as eu un problème. Je l'ai résolu moyennant des frais considérables, je pourrais ajouter 150 000. Vaut chaque centime pour sortir ce petit gamin de votre vie. Vous avez dit qu'elle posait trop de questions, menaçant de parler aux gens de vos accords commerciaux. Elle allait tout ruiner. L'argent, le style de vie, la liberté de faire ce que je voulais sans que l'adolescent ne me juge. Il a donc pris une décision pratique. Rien de mal à cela. L'appel s'est terminé. Harry regarda son téléphone, respirant à peine. Il l'avait dans ses propres mots, sa propre voix, avouant la vente de sa fille pour de l'argent et de la liberté. Son téléphone sonna à nouveau. Zek, tu as ça? Chaque mot. Enregistrement numérique de plusieurs copies de sauvegarde. Cela tiendra devant le tribunal. Bon, parce que nous allons en avoir besoin. Le député Owen Crest semblait avoir vieilli 10 ans dans les 5 depuis la disparition d'Avery. Son uniforme était en liberté sur son cadre et ses yeux tenaient le regard creux d'un homme qui avait échoué au moment le plus important de sa carrière. Harry l'a trouvé au dîner sur Main Street, en train de prendre le petit déjeuner seul sur un cabine d'angle. Le même stand où il s'était assis il y a 5 ans quand il avait renoncé à chercher Avery. Monsieur Lockhart, je me demande quand vous vous présentez. Tu sais pourquoi je suis ici? Ta fille. Elle est de retour. Harry glissa dans le stand en face de lui. Le vinyle a été fissuré et corrigé avec du ruban adhésif, et la table avait des anneaux de café qui parlaient de trop de conversations de cause perdue. Vous savez, une petite ville, le mot voyage rapidement. Hershey a été vu en ville avec un travailleur social de Portland, le docteur Evie Loren. C'est celui-là. Crest a poussé ses œufs autour de son assiette sans les manger. Entendu également des histoires intéressantes sur ce qu'elle a dit. Intéressant de voir comment le genre qui fait qu'un homme se demande comment il a raté il y a tant 5 ans. Harry a étudié le visage du député. Culpabilité et regret de la guerre avec autre chose. J'espère peut-être la possibilité de rédemption. Vous l'avez manqué parce que quelqu'un voulait que vous le manquiez, a déclaré Harry. C'est ce que je pensais. La question est, pouvez-vous le prouver? Harry a sorti son téléphone et a joué l'enregistrement. La voix de Jessica a rempli le petit espace entre eux, avouant la vente de sa fille pour de l'argent. Quand il a terminé, Crest était blanc comme du papier. Jésus-Christ. Il y a plus. Dossier financier, transfert bancaire, une piste papier qui mène directement à une organisation de trafic en vertu de l'enquête fédérale. Pourquoi m'apporter ça? Pourquoi ne pas aller directement au FBI? Parce que je te connais. Vous étiez un bon flic qui a été joué par des gens plus intelligents et plus riches que prévu. C'est votre chance de bien faire les choses. Crest était calme pendant longtemps, regardant son froid petit déjeuner. Enfin, il leva les yeux. De quoi avez-vous besoin? Un canal propre vers le FBI. Quelqu'un qui ne fera pas basculer les habitants avant l'arrestation peut être effectué. J'ai un contact au bureau du terrain de Portland. Agent avec lequel nous travaillons sur une autre affaire de trafic l'année dernière. Elle est de bonne personne. Pouvez-vous lui faire confiance dans ma vie? Ensuite, passez l'appel. Crest a sorti son téléphone et a composé. La conversation a été brève, professionnelle et s'est terminée par des dispositions pour une réunion cet après-midi. L'agent Chin vous verra à 2 ans. Crest a dit, apportez tout ce que vous avez. Et vous? Je serai là aussi. C'est mon cas à terminer. Laura Kipp vivait dans un petit complexe d'appartements à Sacramento, en Californie. Harry et Avery sont descendus ensemble, le premier long voyage qu'ils avaient fait depuis son retour. Avery regarda par la fenêtre alors qu'ils traversaient la frontière de l'Oregon, regardant des paysages familiers disparaître derrière eux. Vous n'avez pas à faire cela, a déclaré Harry. Nous avons suffisamment de preuves. J'ai besoin de la revoir pour la remercier. Pourquoi? Pour avoir sauvé ma vie. Pour me croire quand personne d'autre ne le ferait. Le trajet a pris 8 heures à travers les montagnes et les vallées qui avaient vu leur part de personnes désespérées essayant de disparaître. Harry se demanda combien d'autres filles avaient été déplacées le long de ces autoroutes, transportées comme une cargaison d'un enfer à l'autre. Lorna a répondu à sa porte portant un jean taché de peinture et un t-shirt qui disait « Néanmoins », a-t-elle persisté.
Elle était plus âgée que Harry ne s'attendait, peut-être 55, avec des cheveux gris et des yeux gentils qui aiguisaient lorsqu'elle a vu Avery. « Mon Dieu, murmura-t-elle. Tu l'as trouvé. Salut, Lorna. » Ils se sont embrassés sur le pas de la porte. Deux femmes qui avaient survécu à différents types d'enfers et se sont retrouvées de l'autre côté que l'appartement de Lorna était petit mais chaleureux, rempli d'œuvres d'art créées par les filles qu'elle avait aidées au fil des ans. Des peintures et des dessins couvraient les murs, les visages pleins de douleur, d'espoir et de détermination. Chaque pièce a raconté une histoire de survie. « Dites-moi tout », a déclaré Lorna une fois qu'ils ont été installés avec du café. Avery lui a parlé de rentrer à la maison, de l'enquête d'Harry, du plan pour exposer Jessica et ses accomplis. Lorna a écouté avec l'intensité de quelqu'un qui avait entendu trop d'histoires similaires. Chacun une blessure personnelle. « Je vais témoigner », elle a dit quand Avery a terminé. Quoi qu'il en soit, cela pourrait devenir moche. Les avocats de la défense tenteront de vous discréditer. Affirment que vous êtes biaisé ou peu fiable. Laissez-les essayer. Je fais ce travail depuis 15 ans. Je sais comment gérer les avocats. Lorna a disparu dans sa chambre et est revenue avec une petite boîte à bijoux. À l'intérieur, niché dans du papier de soie, se trouvait un bracelet en argent, simple fait à la main avec Avery gravé en lettres prudent. « Vous avez porté ça quand tu es venu vers moi. » Lorna a dit, « Vous avez dit que votre père l'avait fait pour vous. » Avery a pris le bracelet avec des mains tremblantes. « Je pensais que je l'avais perdu. Je l'ai gardé en sécurité. Je garde quelque chose de chaque fille qui passe ici. Rappelle que ce sont de vraies personnes, pas seulement des statistiques. » Harry a reconnu le bracelet. Il s'était fait dans son atelier de garage quand Avery avait 12 ans, tamponnant chaque lettre à la main parce qu'elle avait demandé quelque chose qui n'était que la sienne, quelque chose que personne d'autre n'avait. « Cela prouve que vous la connaissiez », a-t-il dit à Lorna. « Prouve qu'elle était où elle a dit qu'elle l'était. Cela prouve plus que cela. J'ai tout documenté quand elle est arrivée, son état, ses blessures, son histoire. J'ai des photos, des dossiers médicaux, des déclarations qu'elle a faites au cours des 6 mois qu'elle est restée avec moi. Pourquoi n'avez-vous pas contacté les autorités ? » Elle était terrifiée, il ne la croirait pas terrifiée, il la renvoie. Je l'ai vue arriver avant que les filles ne reviennent aux gens qui les vendaient parce que personne ne voulait croire la vérité. Lorna a sorti un dossier épais. Tout est ici. Date, temps, documentation de son rétablissement. Preuve qu'Avril Lockhart a été victime de la traite et qu'elle s'est échappée avec mon aide. Harry regarda sa fille, qui était assise en tenant le bracelet comme un talisman. Prêt à terminer ça ? Prêt, a-t-elle dit. Les agents du FBI sont venus à l'aube, tout comme Harry le savait. Il se tenait à la fenêtre de sa chambre et les regarda entourer la maison de Jessica. Les VUS noirs bloquant les deux extrémités de la rue. Agents en équipement tactique se déplaçant avec l'efficacité de la pratique. L'opération était un manuel parfait, coordonné pour empêcher l'évasion ou la destruction des preuves. Son téléphone a sonné. L'agent s'arracha du bureau de terrain de Portland. Cela se produit, a-t-elle dit. Les deux emplacements simultanément. Harry pouvait voir la lumière de la chambre de Jessica venir alors que les agents battaient sa porte d'entrée. Même de l'autre côté de la rue, il pouvait entendre sa voix aiguë, paniquée, exigeant de savoir ce qui se passait. Mandat de perquisition des agents fédéraux. La porte d'entrée s'est ouverte. Les agents ont inondé tandis que Jessica a crié des droits et des avocats et des erreurs. Elle est apparue à la fenêtre de sa chambre dans son pyjama en soie. Téléphone portable pressé à l'oreille, appelant probablement Julian. Trop tard. Le téléphone d'Harry a bourdonné un texte de l'agent Chin. Rusque en détention. Pas de complications. Jessica a été déposée à menotter 10 minutes plus tard. Elle s'habillait rapidement dans un jean de créateur et un pull en cachemire, comme si l'air cher pouvait en quelque sorte aider sa situation. Ses cheveux blonds étaient parfaits malgré les premières heures qu'elle avait pris le temps de les coiffer, même lors de l'arrestation. Harry regarda depuis sa fenêtre. Alors qu'elle était chargée à l'arrière d'un véhicule du FBI. Elle leva les yeux vers sa maison juste avant la fermeture de la porte et leurs yeux se sont rencontrés à travers le verre. Son expression ne tenait aucun remords, aucune honte, seulement la fureur d'être capturé. « Elle vous voit », dit Avery derrière lui. Harry se tourna pour trouver sa fille debout dans l'embrasure de la porte, enveloppée dans la vieille courte pointe. Elle avait été éveillée aussi, en regardant la fin de leur longue campagne pour la justice. « Bon », a déclaré Harry.
Je veux qu'elle sache qui l'a abattu. L'agent Shine a rappelé le convoi pour le convoi qui s'est éloigné. Je veux savoir qui la détendait. Les équipes de preuve traitent les deux propriétés. Nous avons trouvé de vastes dossiers financiers au bureau de Rusk, y compris la documentation de la connexion logistique du Pacifique. Que se passe-t-il maintenant? Grand jury fédéral. Avec les preuves que vous avez fournies, plus ce que nous trouvons dans les recherches, cela devrait se déplacer rapidement. Harry a mis fin à l'appel et a trouvé Avery dans la cuisine faisant du café avec des mains stables. Elle avait regardé l'arrestation par la porte arrière, restant hors de vue, mais voulant que cela se produise. « Comment vous sentez-vous » il a demandé. « Vide » a-t-elle dit. « Je pensais que je me sentirais satisfait ou heureux ou quelque chose comme ça, mais c'est juste vide. Le sentiment viendra plus tard quand ce sera vraiment fini. » Elle a versé du café dans 2 tasses et lui en a remis une. « Pensez-vous qu'elle essaiera de plaider coupable? Faire une sorte d'accord? Non, elle va le combattre jusqu'au bout. Elle est convaincue qu'elle est plus intelligente que tout le monde. Bon, a déclaré Avery. Je veux qu'elle se bat. Je veux que tout le monde entende ce qu'elle a fait. Le palais de justice fédéral de Portland était bondé pour la journée d'ouverture des témoignages. Les camions de médias tapissent la rue à l'extérieur, leurs plats satellites se dirigeant vers le ciel gris de l'Oregon comme des fleurs mécaniques. Harry n'avait jamais vu autant de journalistes en un seul endroit. La stratégie des médias du Dr Evie Lawrence avait parfaitement fonctionné. Les articles de blog d'Aver avaient été partagés des milliers de fois sur les réseaux sociaux. Les nouvelles locales avaient repris l'histoire, puis les points de vente nationaux. L'affaire était devenue un symbole de la belle famille de banlieue détruite par la cupidité et la trahison. Harry était assis à la première rangée de la galerie directement derrière la table de l'accusation. Avery était à côté de lui portant une simple robe bleue qui la faisait paraître plus jeune que ses 20 ans. Ils ont discuté de savoir si elle devait s'habiller plus formellement, mais le docteur Loren avait conseillé de le contre. « Laissez le jury vous voir tel que vous êtes », a-t-elle dit. Une jeune femme qui a survécu à quelque chose de terrible. Jessica s'est assise à la table de défense dans un costume gris chair. Son avocat chuchotant de toute urgence dans son oreille. Elle avait embauché le meilleur avocat criminel pour acheter une femme nommée Patricia Vance qui se spécialise dans la défense des clients riches accusés de crimes choquants. Julian Rusk était assis à sa propre table avec son propre avocat cher. Il avait l'air plus petit que Harry ne s'attendait, un homme pâle à la fin de la quarantaine qui a continué à ajuster son lien nerveusement. L'accusation a ouvert ses portes avec l'enregistrement. La voix de Jessica a rempli la salle d'audience froide et claire. « Je n'ai pas demandé ce que tu as fait avec elle. Je voulais juste qu'elle soit partie et tu l'as fait disparaître. J'ai payé pour ça. » Plusieurs jurés grimaça. Une femme dans le rang arrière a mis sa main sur sa bouche. Le procureur américain adjoint Michael Torres a joué à 2 reprises l'enregistrement, puis s'est tourné vers le jury. « Mesdames et messieurs, vous venez d'entendre une mère avouer avoir vendu sa fille de 15 ans à des trafiquants d'êtres humains, sans vendre ses vêtements ou ses vélos la vendant pour 150 000 $. Il a décrit les preuves méthodiquement, les dossiers financiers, les virements, la connexion à la logistique du Pacifique. Puis il a présenté Lorna Kipp. Lorna a pris la position avec une robe bleu marine et la même expression déterminée qu'elle avait portée dans son appartement. Elle a témoigné de trouver Avery, à propos de la condition dans laquelle elle se trouvait, les mois de récupération qui ont suivi. Elle a été gravement traumatisée, a déclaré Lorna, à la fois physiquement et psychologiquement. Elle avait été déplacée entre plusieurs emplacements, vendue à différents acheteurs. Elle a été mal nourrie, blessée et terrifiée de faire confiance à quiconque. Patricia Vance a tenté de la discréditer pendant le contre-interrogatoire, suggérant que Lorna était biaisée contre les parents, qu'elle gagnait de l'argent en aidant les fugueurs à rester cachés à leur famille. « J'aide les enfants à circuler, les enfants à se remettre d'un traumatisme », a déclaré Lorna calmement. « Je n'en gagne pas d'argent. Je le fais parce que les enfants comme Avery méritent d'être en sécurité. Mais vous n'avez aucun moyen de savoir si l'histoire de Mademoiselle Lockhart est vraie, n'est-ce pas? Vous n'avez que sa parole pour ce qui s'est passé. J'ai sa parole, ses blessures, son profil psychologique et 15 ans d'expérience avec les victimes de la traite. Tout ce qui concerne la preuve de la traite des enfants. A témoigné des preuves numériques, en promenant le jury par le biais de bancaires et de transferts de câbles avec la patience d'un enseignant expliquant l'arithmétique aux enfants. Était troublé, rebelle, susceptible de disparaître sans avertissement. J'ai échoué à cet enfant. Enfin, Avery a pris position.
Elle portait le bracelet argenté que Harry avait fait pour elle, visible juste en dessous de la manche de sa robe. Elle a parlé clairement sans drame ni émotion, racontant son histoire comme elle s'est pratiquée avec le docteur Lorraine. Ma mère m'a fait le petit déjeuner ce matin-là, a-t-elle dit. Crêpes avec du sirop. Elle m'a dit qu'elle m'aimait et que tout allait être mieux. Je l'ai cru parce qu'elle était ma mère. Elle a décrit le réveil dans la voiture, la confusion et la terreur de réaliser qu'elle avait été droguée et prise. Elle a parlé de la première maison où il l'avait tenue, les hommes qui sont allés et venus, la compréhension progressive qu'elle avait été vendue comme une propriété. Il m'appelle des marchandises, a-t-elle dit. Produit, atout, jamais par mon nom. Le contre-interrogatoire de Patricia Vance était brutal. Elle a attaqué la mémoire d'Avery, sa crédibilité, son état mental. Elle a suggéré qu'Avery s'était enfui volontairement et invente maintenant des histoires pour attirer l'attention. N'est-il pas vrai que vous aviez des problèmes de comportement à la maison? Que tu étais en colère contre ta mère, rebelle, agissant. J'avais 15 ans, a déclaré Avery. J'étais probablement difficile parfois. La plupart des adolescents sont suffisamment difficiles pour que votre mère se soit sentie dépassée. Aurait pu avoir besoin d'aide avec vous. Elle aurait pu me fonder. Elle aurait pu enlever mon téléphone. Elle aurait pu m'envoyer en counseling. Elle n'avait pas à me vendre à des trafiquants d'enfants. La salle d'audience était silencieuse à l'exception de la rayure des stylos du journaliste. Mais vous n'avez aucune preuve que ce soit ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Aucune preuve au-delà de vos propres affirmations. Avery a regardé directement Jessica pour la première fois lors du procès. J'ai ses aveux. Vous l'avez entendu aussi. Lorsque Patricia Vance a essayé de suggérer que l'enregistrement a été retiré de son contexte, l'expression d'Aver n'a jamais changé. Il n'y a pas de contexte qui rend la vente de votre enfant acceptable, a-t-elle déclaré. Le jury a délibéré pendant 6 heures. Harry a passé le temps à arranger les salles du palais de justice, incapable de rester assis, incapable de penser à autre chose que les 12 étrangers décidant du sort de sa famille. Avery était plus calme, assis avec le docteur Lone et lire un livre sur l'art-thérapie. Elle avait été acceptée au programme d'art de l'Université d'État de Portland et prévoyait de commencer les cours à l'automne. Ses peintures s'étaient renforcées pendant les mois de préparation à l'essai plus sombre, mais plus puissant, plein d'images qui parlaient à la survie et à la récupération. Lorsque le balef les a rappelés dans la salle d'audience, le cœur d'Harry a martelé contre ses côtes. Avery lui prit la main alors qu'ils entraient, ses doigts stables et chauds, le contremaître du jury se tenait debout. Dans le cas des États-Unis contre Jessica Lockhart, pour complot en vue de commettre la traite des êtres humains, nous jugeons le défendeur coupable. Le visage de Jessica est devenu blanc. Son avocat a mis une main stabilisatrice sur son bras. Pour l'accusation de fraude par fil, nous jugeons le défendeur coupable. Sur l'accusation de mise en danger des enfants, nous jugeons le défendeur coupable. Le même verdict pour Julian Rusk. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Jessica a finalement regardé Harry et Avery, ses yeux bleus flamboyants de haine. Pas de remords, pas de honte, juste de la fureur d'être tenu responsable. Le juge a établi une condamnation pour ce qui suit moi. Harry connaissait les directives fédérales. Jessica envisageait des décennies de prison. Julian aussi. À l'extérieur du palais de justice, les journalistes se sont pressés autour d'eux. Harry laisse Avery parler en premier. Je veux que d'autres survivants sachent que la justice est possible. Elle a dit que les gens vous croient si vous dites la vérité. Que les personnes qui vous blessent pourraient être tenues responsables. Un journaliste a demandé à Harry ce qu'il pensait de la conviction de sa femme. Ce n'est pas ma femme, a-t-il dit. Ma femme est décédée il y a 5 ans lorsqu'elle a vendu sa fille. La femme dans cette salle d'audience est un étranger qui a volé la vie de ma famille. Lui pardonnez-vous? Harry regarda directement dans la caméra. Je ne crois pas au pardon pour cela. Je crois en la justice et ma fille là maintenant. Jessica a reçu 52 ans de prison fédérale. Julian a obtenu 41 ans. Les deux mouraient derrière les barreaux à moins qu'ils ne vivaient pour être très vieux. Harry a lu les condamnations dans le journal en s'asseyant son arrière-cour, en regardant Avery peindre au chevalet pour lequel il a construit près du pommier où elle était revenue vers lui. L'automne se tournait vers l'hiver, mais elle portait un manteau lourd et peint quoi qu'il en soit, la capture de la façon dont la lumière est tombée à travers les branches nues. L'article du journal a été approfondi, détaillant l'enquête, le procès, les preuves qui avaient fait baisser un réseau de trafic opérant dans 3 États.
La logistique du Pacifique avait été démontée. 17 autres personnes avaient été arrêtées. Des dizaines de filles ont été sauvées. Sur quoi travaillez-vous? Il a demandé. Une série pour rentrer à la maison, a-t-elle déclaré. À propos de la différence entre l'endroit où vous quittez et l'endroit où vous retournez. Elle vivait avec lui depuis 8 mois maintenant, reconstruisant lentement la relation qu'ils avaient perdue. Elle était différente de la jeune femme de 15 ans qui a disparu plus fort à certains égards, mais aussi plus fort, plus certain de ce qui comptait et de ce qui ne l'a pas fait. Je pense à changer mon nom, a-t-elle dit sans lever les yeux de sa toile. À quoi? Avery Kipp. Wa a dit que je pouvais utiliser le sien si je voulais comme une adoption. Harry a ressenti un coup de couteau de quelque chose pas assez douleur, pas tout à fait une perte. Tu ne veux plus être un Lockhart? Ce nom vient avec trop d'histoire. Trop d'elle. Elle a fait un geste vers la maison où Jessica avait vécu et menti pendant tant d'années. Harry avait mis un marché, prévoyant de se déplacer quelque part qui ne contenait pas autant de fantômes. Je comprends, a-t-il dit. Et il l'a fait. Avery avait besoin de choisir sa propre identité, sa propre famille. Elle avait bien gagné. Je serai toujours ta fille, dit-elle. Les noms ne changent pas cela. Harry se tenait derrière elle et regarda le tableau. Il a montré un jardin en transition, certaines plantes mourant pour l'hiver, d'autres montrant les premiers signes de croissance du printemps, de mort et de renaissance dans le même cadre. C'est beau, a-t-il dit. C'est honnête. Cette nuit-là, Harry a commencé à construire la serre qu'il avait planifiée. Un endroit où Avery pouvait peindre lorsque le temps a devenu froid. Où ils pouvaient faire pousser des choses ensemble, où quelque chose de bien pouvait prendre racine à l'endroit où tant de choses avaient été détruites. Il a travaillé par lampe de lampe, mesurant et coupé du bois avec la précision que sa formation militaire lui avait appris. Chaque angle devait être parfait. Chaque articulation devait être assez forte pour durer. Avery regardant la porte arrière, enveloppée dans une courte pointe qui était devenue le sien. Vous n'avez pas à faire cela, a-t-elle déclaré. Je veux. Pourquoi? Harry s'assit et vit et la regarda cette jeune femme qui avait survécu à l'impensable et rentre à la maison pour dire la vérité, peu importe combien ça faisait mal. Parce que vous nous êtes revenus, a-t-il dit. Vous m'avez ramené avec vous. Elle sourit à ce moment-là, le premier sourire complètement sans gardien qu'il avait vu depuis son retour. C'était à nouveau le sourire de sa fille, mais ils appartenaient à la femme qui avait appris que certaines bêtises pourraient ne pas être pardonnées, mais cet amour pourrait survivre même au plus grand genre. Avait une fois marché, où elle avait planifié ses mensonges et compté son argent de sang.